De la soie froide sur une peau qui ne respire que sous médoc. Ta propre famille te vend aux enchères comme une marchandise pour éponger ses dettes. C'est une transaction déguisée en mariage entre parfaits inconnus. Si tu aimes les drames qui se consument à petit feu, reste avec nous. Bienvenue dans Au-delà des souvenirs. On est en train de tailler à Sejin le costume de sa propre condamnation. Alors, avant le dernier point de couture, abonne-toi, lâche un like et dis-moi en commentaire si cet Oméga parviendra à survivre à son nouveau contrat. C'est parti! Jong Sejin est au pied du mur. On lui empoigne le visage comme s'il n'était qu'un simple objet, avec une question qui tombe comme un coup près. Va-t-il sauver la boîte? Oui ou non? Pour sa propre famille, le gamin n'est rien de plus qu'un pion sacrifiable. Le voilà qui attend sa sentence dans le bureau. Le vieux ne prend pas de gants pour lui lâcher le morceau. Sejin, on a une proposition de mariage pour toi. Brutal, sans anesthésie. En gros, il est mis aux enchères au plus offrant pour boucher les trous de la boîte. Sejin s'y attendait. C'est le prix à payer quand on est le bouc émissaire de la maison. Et son père, avec une ironie cinglante, finit de l'achever. J'ai du mal à croire que quelqu'un veuille d'un oméga de seconde zone comme toi. Pour lui, c'est du business. Et ce gin est le produit défectueux qu'un pigeon a miraculeusement accepté d'acheter. L'ordre est clair, tu fermes ta gueule et tu te maries pour le bien de l'entreprise. Ce gin n'a d'autre choix que de courber l'échine. Le pire, c'est que l'engagement est prévu pour ce samedi et qu'ils n'ont même pas pris la peine de le prévenir. Ils ont tout manigancé dans son dos, comme s'il choisissait un nouveau meuble pour le salon. Tu peux disposer, lui lance le vieux, comme s'il congédiait un employé qui ne lui sert plus à rien. Avant de réussir à franchir la porte, Sejin laisse échapper un flacon de pilule qui s'écrase au sol sous l'effet de la nervosité. Le vieux ne bronche même pas pendant que le gamin les ramasse, il préfère le voir camé jusqu'aux yeux, plutôt que de le voir tirer la tronche sur les photos. Un marié qui tient à peine debout, ça ne pose pas de questions et ça ne se plaint pas. Sejin range le flacon, remercie poliment et s'en va. Le désespoir de la famille est compréhensible, leur empire est en train de cramer. Après un an de chute libre, entre fuites de données et scandales qui ont poussé des gens au suicide, la boîte coule plus vite que le Titanic. Sejin est la seule bouée de sauvetage qui leur reste pour ne pas finir à la rue. Alors, sans perdre une seconde, ils l'ont envoyé direct chez le tailleur. Sejin est là, planté comme un mannequin pendant qu'on le prépare pour son propre calvaire. L'assistant Kim, un robot de bureau à lunettes, débarque pour lui dicter son agenda comme s'il organisait une réunion de conseil d'administration et non une vente aux enchères humaines. Le vieux n'a même pas daigné lui donner le nom de l'acheteur après tout. Pour lui, Sejin n'est qu'un oméga en solde qui sert à éponger les dettes. Sejin ne savait même pas avec qui il allait se marier. Il l'apprend là, entre deux épingles et des morceaux de tissu. Même l'assistant se sent mal à l'aise en réalisant que le petit n'a aucune idée de qui est son nouveau propriétaire. L'acheteur, c'est Kwan Ido, le PDG de Seono Electronics, celui qu'on voit sur toutes les couvertures de magazines. À 32 ans, le type est déjà le maître du jeu et réussit mieux en une après-midi que toute la famille de Sejin en 3 générations. Sejin trouve ça louche. Pourquoi le groupe Seono enverrait son héritier star pour secourir les crèves-la-faim de chez Aeshin? C'est comme utiliser une Ferrari pour remorquer un camion poubelle, c'est plus que suspect. Mais bon, Sejin a accepté son sort de marchandise d'exportation. Quitte à être vendu, autant que son nœud de cravate soit impeccable. Il se demande même s'il ne devrait pas passer par la case esthéticienne pour ne pas avoir l'air trop dévasté face au top modèle qu'on lui a imposé. Il s'avère que son père est un modèle de générosité. Il a autorisé Sejin à choisir lui-même la couleur de la soie pour son propre sacrifice. Et c'est ainsi, paré de ses plus beaux atours pour l'abattoir, que Sejin se prépare à rencontrer son acheteur. Sejin endure les compliments de l'employé pendant qu'elle ajuste les derniers détails de son costume. Elle lui assure qu'il est impeccable, qu'il ressemble à un mannequin de magazine. La femme ne s'arrête pas de jacasser une seule seconde. Lui se laisse faire, pensant que tout ce cirque autour des vêtements n'a aucun sens si le mariage doit rester secret. Il veut juste en finir avec cette corvée. Mais le calme est de courte durée lorsqu'un bruit sec vient briser l'ambiance. Son frère cadet, Min Jae, déboule en faisant une scène de gamin pourri gâté qui n'a jamais entendu le mot « non ». Il bouscule la sécurité et entre en exigeant qu'on vire tout le monde, simplement parce qu'ils ont osé essayer de l'arrêter. C'est le portrait craché du second fils qui s'imagine que le monde entier est son terrain de jeu. Sejin l'observe avec un calme olympien qui en devient irritant. Le type est tellement asocial qu'il glisse à son assistant que c'est dommage de renvoyer l'employé parce qu'elle était silencieuse. C'est un pur mensonge, la femme a parlé sans s'arrêter. Mais pour Sejin, n'importe quel visage familier est préférable à l'idée de devoir supporter un inconnu. Il dégage la chaleur d'un iceberg et il est évident qu'il aimerait être n'importe où sauf ici. Min Jae n'est pas venu pour les salutations, il est là pour vérifier la rumeur qui court. Il a appris que son frère se mariait et il veut une confirmation. Sejin, tout en finissant d'ajuster sa veste, lui répond par l'affirmative. Il confirme ça avec la même énergie qu'on met à accepter les conditions générales d'un site web sans lire, sans intérêt, juste pour que la fenêtre se ferme enfin. Pour lui,
Ce mariage n'est qu'une tâche de plus sur sa liste, et ce manque total d'émotion rend son frère dingue. Il ne comprend pas comment Sejin peut rester aussi froid en négociant son propre destin. Minja est hors de lui et lui crache au visage qu'on est en train de le brader comme un article de fin de série. Il lui hurle de réagir car ce mariage n'est pas un accord, c'est une humiliation totale. Il devient insupportable et commence à déverser son venin, demandant si l'alpha qu'il achète veut un héritier sur catalogue ou si c'est juste un vieux dégueulasse qui veut se payer un nouvel oméga. Pour son frère, toute cette histoire de famille n'est qu'une vaste blague. Il exige que Sejin aille voir le vieux pour annuler l'accord, concluant par une insulte gratuite selon lui. Sejin n'a même pas l'étoffe d'un véritable oméga, mais Sejin reste de marbre. Il le dévisage avec un calme olympien, remarquant même avec ironie que son frère s'est précipité pour râler, sans même prendre le temps de se parfumer. Affichant un sourire on ne peut plus détendu, il lui confirme qu'il n'y aura pas de marche arrière, la date est fixée à mardi prochain. C'en est trop pour le gamin, qui se met à hurler contre les murs comme si ça allait changer quoi que ce soit. Dans un élan d'autorité mal placé, Minja ordonne à l'assistant d'annuler l'événement de samedi. Le pauvre Kim, décontenancé, tente de lui faire entendre raison, cette réunion est cruciale. Elle implique le groupe Seonyo. C'est là qu'un léger sourire étire les lèvres de Sejin. Il sait que le nom de l'entreprise de son fiancé pèse bien plus lourd que les caprices de son frère. Il n'a aucune intention de se ridiculiser devant de tels partenaires pour une crise de nerfs familiale. Min-jae, perdant tout filtre, lui demande s'il compte vraiment passer le reste de sa vie à écarter les cuisses pour un inconnu. Sejin ne cille même pas et réplique avec une classe glaciale. Il lui répond qu'il écartera peut-être les jambes ou qu'il ouvrira peut-être la bouche et qu'il finira très probablement par faire les deux. Il lâche ça avec une sérénité totale, ajoutant qu'avec un peu d'entraînement, il finira peut-être par devenir un vrai Oméga. Cette remarque cloue le bec au gamin, tandis que Sejin dissimule tant bien que mal le dégoût que lui inspire sa propre réalité. Il a conscience d'être vendu comme du bétail de luxe uniquement pour engendrer un héritier de laboratoire. Pour que son frère lâche l'affaire, il prétend que tout cela n'était qu'une plaisanterie et lui propose de lui offrir un costume sur mesure en guise de cadeau d'adieu. Min-jae rétorque qu'il a des goûts atroces et désigne un ensemble sombre, affirmant que ce style ennuyeux lui correspond bien mieux. Sejin ne discute pas et demande à Kim de s'occuper des achats en incluant le costume choisi par son frère. L'assistant est totalement largué, mais Sejin a déjà l'esprit ailleurs. Lorsqu'on lui demande ce qu'il compte faire du reste de sa journée, il prétend vouloir rentrer dormir, même s'il sait que les cachets donnés par son père ne lui laisseront aucun répit. Finalement, il décide de retourner directement au bureau. Son frère le traite de bourreau de travail, mais Sejin veut simplement tout boucler avant que son nouveau rôle ne le force à prendre un congé qui durera le reste de sa vie. Sejin n'a pas toujours porté des costumes de luxe. Il y a 20 ans, il n'était qu'un gamin crevant de faim sous la neige, jusqu'à ce que le patron du groupe Aeshin le sorte de la rue pour l'adopter comme son fils aîné. Il est passé de rien du tout à la gestion des finances de la famille, mais cette ascension a eu un prix, il a le pouvoir. Mais il sent que sa vie ne lui appartient plus. Au fond, ça lui est égal, car il sait pertinemment que tout ce luxe ne lui a jamais vraiment appartenu. Il rentre enfin chez lui après une journée de détente forcée. La fête de fiançailles a lieu demain et son père a failli faire une attaque. En le voyant travailler, il l'a envoyé faire des soins et des massages pour qu'il n'ait pas une mine de déterré à la cérémonie. Si l'apparence est impeccable, à l'intérieur, il est au bout du rouleau. Même le chauffeur remarque cette fatigue profonde qu'aucun spa ne pourra effacer. Sejin descend de la voiture comme un automate, et pendant que le chauffeur lui confirme l'heure du lendemain, il est déjà ailleurs. À peine a-t-il franchi le seuil de l'immeuble que les voix commencent à l'assaillir. Il entend qu'on l'appelle à travers le brouillard de ses pensées qui ne lui laissent aucun repos. C'est une voix qui lui parle avec une familiarité écœurante de celle qui vous retourne l'estomac. « Tiens ton rôle de petite traînée », lui crache-t-on. Il ordonne au silence de se faire. Mais il n'y a personne. Mais l'ombre de son futur époux s'est déjà glissée sous sa peau. À peine rentré dans son appartement, il se jette sur son flacon de cachet. Il engobe 4 d'un coup, espérant débrancher son cerveau et ne pas finir la nuit avec le cœur qui cogne dans la poitrine. Pourtant, le repos refuse obstinément de venir. Ces derniers temps, il ne rêve que d'un inconnu qui dispose de lui et l'humilie à sa guise. Dans ses cauchemars, cette ombre le saisit par les cheveux sans la moindre pitié. Elle lui ordonne d'ouvrir la bouche et de se comporter comme ce qu'il est un simple objet acheté pour sauver une boîte. Sejin est brisé, en larmes sur le sol, tandis que l'autre le soumet totalement. Le gamin essaie de résister, mais c'est comme vouloir faire bouger un mur de pierre. Soudain, un frisson lui glace l'échine et le paralyse. L'homme lui murmure à l'oreille qu'ils se reverront bientôt et... Sejin se réveille en sursaut, le corps trempé de sueur. Encore un de ces cauchemars qui vous laisse le cœur à 100 à l'heure, avec cette sensation physique d'avoir quelqu'un sur soi. Regardez-le. Il ne trouve aucun répit, même quand il ferme les yeux. Alors que la fête de fiançailles approche à grands pas, Sejin est à bout de nerfs. Il ignore qui est l'homme de ses rêves et pourquoi il se sent si humilié, mais son corps, lui, commence déjà à lâcher.
Il se sent utilisé, comme si sa seule fonction était d'être un actif de l'entreprise qu'on jette au moindre faux pas. Il se demande même si son futur propriétaire ne finira pas par le rendre dès qu'il verra à quel point il est brisé à l'intérieur. C'est l'heure de vérité. Cette fête est le dernier coup de poker pour sauver le groupe Aeshin, et Sejin est l'agneau sacrificiel. Au salon de coiffure, on le manipule comme un vulgaire mannequin d'exposition, les stylistes débattent de sa coiffure comme d'un simple ornement, et il n'a d'autre choix que de subir en silence. Ils le rendent parfait, prêt pour les caméras, même si tout n'est que chaos en lui. Une fois dans la voiture, l'assistant lui demande s'il est nerveux, mais Sejin répond en mode automatique. Il ne sait même plus ce qu'il ressent, car, après tout, ce n'est pas encore le mariage, juste la répétition du désastre. À l'arrivée, le dispositif de sécurité est si impressionnant qu'on croirait voir débarquer un chef d'État. Il marche droit vers son destin, escorté comme un prisonnier en tenue de gala. Le spectacle doit commencer, et il en est l'acteur principal. Celui à qui personne n'a demandé son avis. Dès qu'il entre dans la salle, Sejin a l'impression d'avoir été jeté au milieu d'une serre géante. Ce n'est pas un parfum ordinaire, l'endroit regorge de fleurs fraîches, dont la fragrance le frappe de plein fouet. Quand il demande à l'assistant si l'hôtel n'en a pas trop fait, celui-ci lui explique que tout a été commandé par son futur époux. Il est évident que l'acheteur n'a pas regardé à la dépense pour que l'endroit respire le fric. Au milieu de tout ce luxe, Sejin tombe sur un bouquet de muguets. Ce sont des fleurs rares et coûteuses pour un simple accord commercial, et pourtant, elles sont là. La carte mentionne un bonheur retrouvé, ce qui laisse le jeune homme songeur pendant un instant. Il baisse la garde et laisse enfin entrevoir ses véritables émotions. À la vue de ces fleurs, ses souvenirs refont brusquement surface, le ramenant à l'époque où, enfant, il rêvait de devenir parfumeur. Il se rappelle avec quelle passion il humait le changement des saisons, avant que sa famille ne lui coupe net les ailes. On lui avait balancé que c'était absurde pour un oméga censé ne posséder aucune phéromone. Son vieux lui avait déjà tracé son avenir et ne comptait pas le laisser dévier d'un iota. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ces phéromones avaient bien une odeur et qu'ils possédaient des sens bien plus aiguisés que le commun des mortels. De retour au présent, Sejin lâche un petit rire et fait remarquer à l'assistant que ça ressemble à un cadeau pour une épouse. Il semble plus apaisé, comme si le contact des pétales avait calmé ses nerfs. Il finit par se dire que, si le type a eu une attention aussi délicate, ce mariage ne sera peut-être pas le désastre annoncé. C'est une diversion bienvenue avant qu'on ne lui passe la corde au cou. Le gamin serre ce bouquet contre lui comme si c'était la seule chose de valeur qu'on lui ait offerte depuis des années. Assis au milieu des fleurs, Sejin attend un fiancé dont il n'a encore jamais vu le visage. Alors que l'ennui commence à peser, l'assistant entre avec un flacon envoyé par son père. Il s'agit de phéromones de synthèse, le paternel est persuadé que si le petit ne sent rien, l'accord de mariage partira direct à la poubelle. Sejin sait parfaitement que ces produits chimiques ne font pas de miracle, mais il s'en applique tout de même sur les poignets pour ne pas gâcher la mascarade familiale. Il a l'impression d'être une fleur en plastique essayant de duper les papillons, une contrefaçon bon marché qui ne fera pas illusion longtemps. On frappe à la porte. Le compte à rebours est lancé. Sejin se lève, ajuste son costume et tente de se convaincre qu'il peut surmonter ça s'il garde son sang-froid. À quelques pas de là, Kwanido termine lui aussi ses préparatifs. Il n'a plus l'âge qu'on l'appelle jeune maître et il le prouve par sa posture impeccable. Avec plus de résignation que d'enthousiasme, Sejin sort enfin affronter son destin, remontant l'allée centrale sous le regard attentif des invités. Au bout l'attend Ido, le magnate que les médias décrivent comme ayant moins d'expression qu'un mur de béton. Pourtant, le milliardaire de glace semble avoir dégelé pour l'occasion, car il l'accueille avec un sourire qui n'était pas prévu au contrat. Le cœur de ce djinn se met à battre à 100 à l'heure. Il ignore si c'est dû à l'aura imposante de l'alpha ou si la proximité d'un homme aussi dominant réveille en lui des instincts qu'il n'avait pas anticipés. En le regardant de face, il confirme que les photos ne lui rendaient pas justice en personne. L'homme est un monument. Sejin lui tend la main et se présente, faisant l'impossible pour ne pas laisser paraître qu'il tremble intérieurement. Ido lui lance un compliment qui le laisse sans voix, mais le véritable choc survient quand leurs mains se touchent. Au-delà de la fortune, Sejin perçoit dans les phéromones de cet homme une tristesse que personne d'autre ne semble remarquer. Ses yeux s'embuent, et il ne sait plus si c'est à cause des flashs de la presse ou parce qu'il vient de découvrir que son futur époux est aussi brisé que lui. Il reste là, figé un instant, tandis qu'Ido joue les héros de cinéma en lui plantant un regard qui lui coupe le souffle. Il lui avoue qu'il attendait ce moment depuis longtemps. Sejin ne sait plus s'il s'agit d'une simple formalité ou du début de quelque chose de bien plus profond. Ils entament leur marche sur le tapis blanc. Jonché de pétales, tout ici respire le mariage, même s'il ne s'agit techniquement que de la signature d'un engagement et d'un échange de bagues. Ils suivent le script à la lettre, ils découpent le gâteau, se tiennent par la main et le bouchon de champagne saute sous les applaudissements. N'importe qui les prendrait pour le couple idéal, mais on sait bien qu'ici, l'amour est le dernier de leurs soucis. On passe ensuite au banquet en plein air avec les poids lourds des deux familles. D'un côté, la vice-présidente Kwon, qui respire l'autorité, et de l'autre, le père de Sejin, qui joue le rôle de sa vie pour paraître le beau-père parfait. On voit à des kilomètres que pour eux, ce n'est qu'une réunion d'affaires avec des mets raffinés.
Parmi les invités, une jeune alpha se fait remarquer. Elle dégage une aura dangereuse, même si pour l'instant, son seul adversaire est un morceau de viande qui résiste à son couteau. Sejin l'observe avec une pointe de pitié, mais c'est son propre père qui décide d'intervenir. Il se met à couper le filet de la jeune femme, cherchant ostensiblement à se faire bien voir par l'Assemblée. L'homme qui a élevé Sejin se lance alors dans un discours digne d'un mélodrame. Il jure l'avoir aimé comme son propre fils et prétend avoir le cœur brisé de le voir partir. C'est un expert en baratin. Il se vante de lui avoir donné toutes les clés pour réussir. Mais rien ne vous prépare mieux à la réalité que d'avoir appris à dormir le ventre vide, simplement parce que votre vieux ne supportait pas votre façon de respirer à table. Pendant que son père continue son cirque, Sejin se remémore les humiliations subies pour des broutilles, sous prétexte de lui forger le caractère. Sejin rumine sa haine en fixant son assiette, conscient que pour sa famille, il n'est qu'une marchandise vendue avec le ruban et l'emballage. Et alors que l'hypocrisie atteint son paroxysme, son père lâche une bombe en demandant quand il compte mettre en route les héritiers. Le cliquetis découvert s'arrête net. Cette question n'était pas au programme, et l'atmosphère devient si pesante qu'on en oublierait presque de respirer. L'homme tente de dissiper le malaise avec une excuse bidon, prétextant que Sejin n'est qu'un simple étudiant et que le sujet le dépasse totalement. Les autres invités se joignent aux moqueries, le traitant comme un gamin incapable de se tenir convenablement à table. Ido écoute, le visage fermé. On sent que l'orage couve, ce mépris affiché le dégoûte visiblement. Il n'est pas là pour faire de la figuration et reprend immédiatement les rênes. Il les recadre sèchement, on n'est pas dans un conte de fées, c'est du business. Puisqu'ils ont mis le sujet des héritiers sur le tapis, il va clarifier ses conditions tout de suite, sans prendre de gants. La première exigence tombe comme un coup près, Sejin doit emménager chez lui dès demain. Le jeune homme acquiesce en silence, hanté par son pire souvenir, l'image de son père, lui hurlant que son unique fonction était de s'ouvrir à un alpha. En clair, il le livrait avec une garantie constructeur, mais sans option de retour. Pour ne pas s'effondrer, Sejin est obligé de planter ses ongles dans la table. Et pour couronner le tout, Ido lâche la deuxième Sejin démissionne aujourd'hui même de l'entreprise de son père. Il le veut loin de ce nid de vipères, sous son contrôle exclusif. Il annonce cela avec un calme glacial et clôt le débat d'un regard noir, défiant quiconque de s'y opposer. La tension à table est à son comble. Ido pose la question avec une tranquillité effrayante. Quelqu'un a une objection. Le silence est total. Personne n'a le cran de le contredire. Saisissant le bras de Sejin avec une possessivité qui donne des frissons, Ido marque son territoire en précisant que la question des enfants est d'ordre privé et ne regarde pas cette bande de vautours. C'est là que le gamin réalise qu'il n'épouse pas un mari, mais un propriétaire. Mais le père de Sejin ne veut pas lâcher l'affaire si facilement. Cheolo intervient, arguant que son fils est directeur général et ne peut pas démissionner sur un coup de tête, tentant de sauver les meubles. Ido le foudroie du regard et lui rappelle qu'il ne demande pas la permission. Il lui lâche un « Vous n'avez aucun droit de me refuser quoi que ce soit » avec le sang-froid de celui qui vient de vous dépouiller de tout. Le vieux reste planté là, essayant de comprendre comment il est passé du statut de beau-père à celui de simple subalterne en 5 minutes. Tranchant dans le vif, Ido demande directement à Sejin s'il a vraiment envie de rester là. Le garçon sait que son père ne voit en lui qu'une ressource et que le nouveau patron, c'est Ido. Il accepte donc son départ immédiat. Cheolo n'a d'autre choix que d'avaler la pilule, de faire bonne figure et de porter un toast pour célébrer le moment le plus amer de son existence. Tout semblait sous contrôle, jusqu'à ce qu'une invitée malveillante lâche une bombe. Elle demande pourquoi Sejin ne dégage aucune odeur s'il est censé être un oméga dominant. C'est la panique. Le parfum fourni par son père était une camelote et son secret est sur le point d'éclater devant toute la haute société. Sejin s'apprêtait à bafouiller une excuse, mais Ido ne lui en laisse pas le temps. Avec une assurance désarmante, il lance à la femme que les fleurs du jardin ont dû lui brûler l'odorat, car pour lui, le parfum de Sejin est aussi délicat que celui des fleurs sur la table. C'est le coup de bluff parfait. Avec un flegme absolu, il marque son territoire devant tout le monde en affirmant que lui seul a le droit de connaître l'odeur de son fiancé, tuant ainsi les rumeurs dans l'œuf. La dame reste sans voix et le père de Sejin sent enfin la pression redescendre. Pendant ce temps, le gamin ne pige pas pourquoi ce PDG maniaque du contrôle l'a tiré d'affaire 2 fois de suite. Pour lui, les paroles d'Ido ressemblent plus à un appât qu'à une main tendue. Il se dirige vers le jardin, espérant que l'air frais aidera à dissiper la tension accumulée pendant le dîner. Pour ne pas avoir l'air d'un idiot, Sejin tente de meubler en parlant des fleurs, tandis qu'Ido avance avec une assurance presque écrasante. Il se dit que si ce magnate n'était pas déjà à la tête d'un empire, il ferait un acteur de premier plan. Il a cette voix grave qui transforme la moindre remarque sur la météo en un véritable verdict. Sejin fait de son mieux pour ne pas faire de gaffe quand Ido lui demande s'il a trouvé le temps long à force d'attendre. Il lui sert un mensonge bidon, prétendant s'être perdu en admirant le jardin, et va même jusqu'à le remercier pour les fleurs, tâtonnant pour ne pas commettre d'impair. Mais soudain, l'ambiance change du tout au tout. Sous la lueur de la lune, il s'arrête net et se fixe intensément. Le jeune homme se présente alors de manière officielle et l'autre lui rend sa poignée de main avec une fermeté qui en dit bien plus long que n'importe quel contrat.
Ido possède cette courtoisie propre aux prédateurs, il vous salue poliment avant de vous dévorer, histoire qu'on ne puisse pas le taxer d'impolitesse. Maintenant qu'ils font vraiment connaissance, ce Jin commence à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple arrangement. Ouf, quelle tension! Cet Ido a la politesse d'un prédateur qui a déjà choisi sa proie. S'il vous salue bien bas avant de vous croquer, soyez tout aussi poli et allez saluer bien fermement ce bouton like. Abonnez-vous pour ne pas rater la fin de ce contrat et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous voulez que je raconte sur la chaîne. À la prochaine! Sejin n'arrive pas à se sortir Kwon Ido de la tête. Le type est passé du mépris total envers son père au rôle d'ange gardien en 5 minutes chrono, et ce revirement soudain sent l'arnaque à plein nez. Il a passé une nuit blanche à ressasser chaque détail de leur rencontre. Et comme il est tombé à court de somnifères, il est dans un état lamentable. Le seul point positif, c'est que pour une fois, ses cauchemars lui ont foutu la paix. Le lendemain matin, le secrétaire Kim déboule avec une tête de déterré. On voit direct que le père de Sejin l'a fait trimer toute la nuit sans relâche, vu qu'il porte les mêmes fringues que la veille et qu'il a l'air prêt à s'évanouir au moindre courant d'air. Pauvre gars, il est né pour se faire exploiter. Alors que Sejin essaie de boucler sa valise, le secrétaire l'arrête net sur ordre d'Ido, inutile d'emporter quoi que ce soit. Il aura absolument tout ce qu'il lui faut là-bas. En gros, on lui demande de partir les mains dans les poches, ce qui est normalement un signal d'alarme gros comme une maison, mais Sejin est tellement au bout du rouleau émotionnellement qu'il prend ça pour une délicate attention. Il fonce tête baissée, comme s'il partait en thalasso. Dans l'ascenseur, la tension est palpable. Kim lui demande s'il ne veut pas dire au revoir à sa famille, mais Sejin préfère s'épargner leur venin. Il sait pertinemment que tout ce qu'il récolterait, ce sont des regards de dégoût. « Ce n'est pas comme s'il m'avait vendu », lâche-t-il avec un sourire auquel il ne croit pas lui-même. L'ironie, c'est que c'est exactement ce qui se passe, mais le secrétaire préfère la mettre en veilleuse pour ne pas briser ses illusions. Sejin quitte le manoir persuadé que son départ ne fera ni chaud ni froid à personne. Il est seul au monde, et pour couronner le tout, le froid est tombé d'un coup, histoire de bien plomber l'ambiance. Mais juste au moment où il pense s'éclipser tranquillement, il tombe sur son frère Minja qui l'attend dehors avec un regard chargé de haine. Le blond ne perd pas de temps et l'interpelle, lui demandant s'il compte vraiment emménager avec ce type. Sejin, dont le cerveau réclame pitié par manque de sommeil, lui confirme la chose sans détour. En entendant ça, Minjae pique une crise. Il n'arrive pas à croire que son frère se barre comme ça, en ignorant leur père comme s'il faisait partie des meubles. Sejin le dévisage avec une lassitude qui lui ronge l'âme là. Tout de suite, il n'a pas un gramme de patience pour gérer les caprices d'un gosse de riche. Le blond continue de s'emporter, lui reprochant de lui avoir posé un lapin la veille, mais Sejin lui demande simplement pourquoi lui n'est pas venu le voir pendant qu'il attendait le début de la réception. Alors que le psychodrame atteint son paroxysme, le bruit d'une portière retentit. C'est Kwon Ido en personne qui descend de la voiture, avec une prestance qui impose direct le respect. Sejin reste de marbre, il pensait qu'on enverrait un chauffeur, pas que le grand patron viendrait le chercher lui-même. Ido s'approche avec son sourire de conquérant et ignore royalement le blond. Il décrète que la réunion de famille est annulée faute d'intérêt, traitant Minjae comme un simple moucheron qui lui fait perdre son temps. D'un calme olympien, il ordonne au secrétaire de ramener le blond à l'intérieur, montrant une sollicitude très efficace pour s'en débarrasser. Avant de démarrer, Sejin lance une dernière pique à son frère, qu'il n'essaie même pas de conduire sans permis coréen. Minjae reste seul sur le parking, bouillant de rage et les poings serrés, à regarder la voiture s'éloigner. Il s'est tapé l'affiche devant tout le monde. Une fois installé à l'arrière, dans une odeur de parfum de luxe et de privilège, Ido remarque que Sejin tombe de fatigue. Sejin tente de donner le change en disant qu'il a juste mal dormi, mais le patron n'est pas né de la dernière pluie. Il s'avère que le type a même fait préparer les plats préférés de Sejin pour leur arrivée. Ido exerce un contrôle digne d'un stalker de haut vol. Il sait ce que le petit veut manger avant même que celui-ci ne se soit décidé. Sejin se demande bien où le PDG déniche toutes ces infos, mais pour l'instant, il n'a d'autre choix que d'accepter l'invitation. Entre deux réactions nerveuses et quelques gouttes de sueur, Ido lui glisse qu'il peut laisser tomber les politesses et le tutoyer. Sejin est en plein court-circuit. Pour lui, ce n'est qu'un contrat. Mais l'autre insiste sur le fait qu'il n'y a pas besoin de formalité entre eux. Le jeune homme s'excuse d'être aussi tendu, et c'est là qu'Ido pose ses limites, il a horreur des excuses. En clair, il lui fait comprendre qu'il préfère que Sejin ne se sente pas redevable envers lui. L'atmosphère devient si lourde qu'on pourrait la couper au couteau. Soudain, les phéromones d'Ido commencent à faire leur effet. Sejin sent une chaleur étrange l'envahir et le sommeil commence à prendre le dessus. Entre ces chaleurs qui approchent et l'odeur de l'alpha qui l'enveloppe comme un anesthésiant, il finit par s'abandonner à la fatigue. Il sombre avec une seule question en tête, comment ce type peut-il connaître ses plats préférés? C'est un détail bien trop précis pour être une simple coïncidence. Ido le laisse dans sa nouvelle chambre et disparaît pour que le jeune homme s'installe. Sejin regarde autour de lui et n'en revient pas du luxe qui l'entoure, tout est si élégant qu'il se demande s'il a toujours eu des goûts de millionnaire, parce qu'en vrai, tout ce qu'il voit lui plaît absolument. Il entre dans la salle de bain et tombe sur un spa privé.
Le mec s'est révélé ultra attentionné. Il a même laissé des instructions pour les salles de bain. Mais ce qui le bloque vraiment, c'est l'immense vasque vitrée qui donne direct sur le ciel. En regardant le plafond, il réalise un truc bizarre, il a toujours rêvé de prendre un bain en voyant les nuages, mais il ne se souvient pas l'avoir dit à personne. Soit Ido lit dans les pensées, soit il a fouillé dans sa vie privée. Sejin n'y comprend rien, mais le doute lui est resté en tête. À peine entend-il que le PDG est de retour que Sejin file dans le couloir pour essayer d'être aimable. Ido l'accueille avec la même expression qu'une statue en marbre et lui demande ce qu'il fait dehors. Le garçon, tout nerveux, bredouille qu'il voulait juste dire bonjour. Ido lui précise qu'il n'a pas besoin de se forcer, autant ça ne le dérange pas qu'il soit là. Simplement, il ne veut pas qu'il se comporte comme un domestique. En plus, le PDG est un observateur obsessionnel. Il remarque tout de suite que Sejin n'a pas mis les vêtements neufs qu'il lui avait laissés. Le garçon sort l'excuse classique que le vieux est plus confortable, mais finit par avouer que les cadeaux lui ont beaucoup plu. Ido rit sous cape, sachant parfaitement qu'il ne sait rien essayer par pure timidité. Le patron lui fait comprendre que tout ce qui se trouve dans cette chambre lui appartient désormais et, juste après, l'invite à entrer dans sa propre chambre avec ce calme de quelqu'un qui sait qu'un non n'est pas une réponse valable. Sejin accepte, parce que quand ce type te lance une invitation, techniquement c'est un ordre avec du parfum cher. Il entre en serrant les poings comme s'il allait affronter un boss de fin, parce qu'à cette heure-là, un alpha et un oméga ne se retrouvent pas pour jouer aux cartes. C'est clair ce que le PDG cherche, du moins c'est ce qu'il croit, car à peine entré, Ido file direct sous la douche et le laisse seul. Sejin s'assoit pour l'attendre et manque de s'évanouir à cause de l'odeur. Les phéromones d'Ido sont si puissantes qu'elles envahissent toute la pièce et le rendent étourdi, comme si on lui avait vidé une bouteille de parfum importée dans la figure. Il se résigne déjà, se disant qu'il vaut mieux en finir vite, avant que l'ambiance ne lui lave complètement le cerveau. Mais voilà que le type sort de la douche, les cheveux mouillés et cette allure de mannequin, en s'excusant de ne pas lui avoir servi de thé. Regarde-le, il te tue par sa présence, mais se soucie des bonnes manières. Sejin essaie de ne pas se laisser distraire par l'odeur du shampoing pendant que l'autre lui demande s'il a bien mangé. En fait, le PDG se sent coupable de l'avoir laissé dîner seul et lui promet que demain il rentrera tôt pour qu'ils mangent ensemble. Sejin n'en revient pas. Il ne s'attendait pas à ce que ce mec s'excuse pour un truc aussi banal. Le garçon essaie de faire genre, il est mature en disant qu'il n'est plus un gamin. Mais Ido insiste avec un sérieux qui fait peur. Le patron s'est déjà fait tout un film de la vie de couple dans sa tête et n'accepte pas un non comme réponse. Sejin décide de suivre le mouvement pour qu'il ne se mette pas trop la pression et lui propose de prendre le petit déjeuner ensemble. Ido a un agenda rempli de réunions à des millions de dollars, mais il prend 10 minutes pour organiser le menu, montrant que sa priorité, c'est que son partenaire soit bien nourri. Il lui décoche un sourire de ceux qui désarment n'importe qui et Sejin commence à trouver que ce type est un saint. Ido a l'air sincèrement heureux du plan et lui demande s'il a pu dormir un peu. Sejin rougit tout de suite et commence à bafouiller parce qu'il ne s'est pas encore habitué au luxe ni à voir le patron de la boîte aussi près. Au milieu de la conversation, Ido mentionne que son secrétaire est passé à la maison et Sejin ment vite fait dit qu'il est juste venu lui apporter le bouquet de fleurs qu'il avait oublié. Évidemment, il ne va pas lui dire que ce dont il avait urgemment besoin, c'était ses somnifères. Il a même pris la peine de mettre les fleurs sous une cloche en verre pour qu'elles durent, mais le patron lui coupe la parole directe. Il lui dit de les jeter dès qu'elle fane, qu'il peut lui en avoir autant qu'il veut. Sejin le remercie par pure politesse, mais à l'intérieur, il a déjà décidé qu'il ne veut plus rien recevoir de ce type, pas même un bonbon. Le PDG lui demande s'il est à l'aise et se vante d'avoir fait rénover toute la chambre exprès pour lui. Sejin se méfie de tant de merveilles, il ne croit pas qu'il l'ait invité dans sa chambre privée, juste pour parler d'écho. Quand Ido lui dit que la chambre au bout du couloir était la seule où il pouvait installer une verrière, le jeune remarque que c'est un détail trop précis. Il se demande si c'est une coïncidence ou si le type avait déjà tout préparé. Il sent que ce traitement VIP est trop pour quelqu'un qui n'est là que pour un contrat. Alors il décide de mettre les cartes sur table. Avec son plus beau sourire en plastique, il dit qu'il adore l'endroit et que c'est totalement son style. Le patron gobe le personnage et s'empresse de lui proposer d'acheter des vêtements, des livres ou une voiture, tout ce qu'il veut. Là, Sejin devient sérieux parce qu'il sait que dans ce monde, rien n'est gratuit. Il lui demande cash quelles sont les conditions de l'échange, et le type reste décontenancé, comme s'il ne comprenait pas que c'est un business. Pour le garçon, ce n'est pas une romance, c'est un accord corporate. Et là, sans anesthésie, il commence à déballer son plan d'attaque pour tomber enceinte. Il lui explique qu'en tant qu'homme, les chances sont faibles, donc ils doivent optimiser les ressources. Il lui sort son planning complet des cycles et propose même des suppléments pour coordonner les rythmes. Il dit ça avec la même naturelle qu'il présenterait un bilan trimestriel pour Sejin, fabriquer un héritier. C'est le projet le plus important de la boîte et il compte atteindre tous les objectifs de production. Ido le regarde fixement et reste muet. Il n'arrive pas à croire qu'il parle d'aller au lit avec la même passion que quelqu'un qui lit les CGU d'un logiciel. Pas besoin de t'excuser d'être aussi direct, lui lance l'alpha d'un calme olympien presque effrayant.
alors que le jeune homme essaie encore de comprendre dans quel pétrin il s'est fourré. Soudain, la conversation dévie sur les enfants. Sejin admet qu'il les aime bien, même si l'idée même de fonder une famille avec un type pareil le rend visiblement nerveux. Ido lui assure alors qu'il fera un père absolument exemplaire, mais à voir sa tête, Sejin n'est pas vraiment convaincu d'avoir l'étoffe nécessaire pour le rôle. Pour briser la glace, l'homme mentionne qu'il possède une serre dans le jardin remplie précisément des fleurs que Sejin adore. Le jeune homme reste sans voix. Comment cet homme peut-il en savoir autant sur ses goûts personnels? Ido le fixe, savourant le fait de l'avoir totalement déstabilisé. C'est le genre d'attention où l'on hésite entre dire merci ou porter plainte pour harcèlement. Le stress finit par donner la nausée à Sejin. Il sait bien qu'Ido ne s'investit pas autant par pure bonté d'âme et que le véritable prix de tout ce luxe n'est pas encore apparu sur la facture. Sentant que l'ambiance devient pesante, l'alpha décide de mettre les points sur les i et lui garantit qu'il ne compte pas lui faire un enfant avant le mariage et qu'il n'a aucune intention de planifier leur moment d'intimité comme s'il s'agissait d'une réunion de conseil d'administration. Il n'attend pas de Sejin qu'il soit une simple couveuse à héritier sous contrat. Mais Ido ne s'arrête pas là et lui balance la vérité brute en pleine figure. Ce mariage est tout sauf une union entre égaux. S'il cherchait seulement un géniteur avec de bons gènes, il aurait choisi un oméga de l'élite, pas quelqu'un issu d'une boîte en train de couler. En gros, il vient de lui faire comprendre qu'il est un investissement à risque acheté sur un coup de tête, le tout avec une logique de marché implacable. Au final, le PDG avoue qu'il y a bien quelque chose de spécifique qu'il convoite, mais il préfère garder ça pour lui pour l'instant. Il veut simplement que Sejin se sente assez à l'aise pour baisser sa garde et, pour clore la discussion, il le regarde droit dans les yeux en lui demandant s'il préférerait qu'il le supplie. Ce type est d'une intensité étouffante. Face à ça, Sejin décide d'arrêter de se torturer l'esprit à essayer de le comprendre. Si Ido compte l'utiliser avant de le jeter quand il s'en lassera, soit entrer dans son jeu reste sa meilleure chance de survie. Le directeur est fasciné par la vivacité d'esprit du garçon et pour fêter ça, décide qu'il est temps de parler bagnole. Il exige qu'il en choisisse 3 en moins d'une semaine car, pour ces gens-là, un garage vide est un péché capital. Il lui donne carte blanche sur les modèles tant qu'il ne lui fait pas honte en public, partant du principe que n'importe quel véhicule manquant de puissance n'est rien d'autre qu'une voiturette de golf. Sejin accuse le coup. On lui propose même un chauffeur, mais le gamin ne veut surtout pas se retrouver avec 3 problèmes garés devant chez lui, qu'il ne saura pas comment rendre une fois le contrat terminé. Il ressort son côté gestionnaire et négocie une seule voiture au choix d'Ido et pas de chauffeur, puisqu'il a déjà son permis et préfère mener ses propres affaires. Le directeur lui adresse ce sourire typique de celui qui vient de trouver un nouveau jouet. La journée s'achève, mais l'atmosphère reste chargée d'électricité. Une fois au lit, Sejin tente désespérément de décrypter l'individu. L'idée lui traverse l'esprit qu'Ido pourrait peut-être éprouver quelque chose pour lui. Mais il s'esclave tout seul qu'un homme si puissant s'éprenne de lui ressemble à une blague de très mauvais goût. Le souci, c'est que l'odeur de forêt et de pluie des phéromones d'Ido s'est installée durablement dans ses narines et alors qu'il pensait ne pas pouvoir fermer l'œil, ce parfum agit comme le plus efficace des sédatifs. Sejin s'abandonne au sommeil, convaincu que cette nuit, les cauchemars ne l'atteindront pas. Le lendemain matin, le PDG est déjà impeccable, prêt à partir travailler. Il prend congé avec un air protecteur, lui demandant de l'appeler pour n'importe quoi, même pour un détail insignifiant. Sejin ne voit pas bien quelle urgence pourrait survenir en restant enfermé toute la journée, mais il lui souhaite une bonne journée et l'homme reste là, figé une seconde, comme s'il avait du mal à se résoudre à passer la porte. La dynamique entre eux a changé. Désormais, ils prennent leur petit déjeuner ensemble et le type fait l'impossible pour rentrer tôt afin de ne pas le laisser dîner seul. Leurs discussions nocturnes dans la chambre sont devenues un rituel, une routine qu'aucun des deux ne semble vouloir briser. Ido écoute les nouvelles de la maison avec une patience infinie. Le PDG est d'ordinaire plus expressif qu'une brique, mais dès que Sejin mentionne la serre, ses traits se détendent et il lui offre un vrai sourire. Sejin a l'impression d'être enfin au sommet de sa forme, sans stress ni insomnie à se retourner dans tous les sens. Il est totalement shooté par l'odeur de son fiancé, confirmant que le parfum de l'alpha est bien plus radical que n'importe quel somnifère. Dehors, c'est le déluge. Avec l'humidité ambiante, Sejin a l'impression que les phéromones d'Ido sont plus entêtantes que jamais. Le PDG apparaît, impeccable comme toujours, fin prêt à partir conclure ses affaires. Il a déjà donné l'ordre qu'on ne le dérange sous aucun prétexte au 2e étage. Un vrai maniaque du contrôle, mais d'une efficacité redoutable. Sejin en profite pour lui glisser qu'il n'a même pas son numéro de téléphone. Ido reste un instant interdit, surpris, puis lui demande son portable pour s'enregistrer lui-même dans ses contacts. Mais quand Sejin tente de faire de même, l'homme se crispe et refuse de lâcher son propre téléphone, ne serait-ce qu'une seconde. Il a sans doute peur qu'il tombe sur son historique de recherche ou sur une appli un peu louche. Il esquive en disant qu'il enregistrera son numéro plus tard dans la voiture, coupant court à la discussion. Juste avant de franchir la porte, il lui interdit formellement de mettre les pieds dans la serre. Il est tellement sur les nerfs qu'il va jusqu'à lui demander si ses chaleurs ne commencent pas aujourd'hui. Sejin le calme tout de suite.
Il lui explique qu'il a encore 2 jours devant lui. Apparemment, ces omégas ont une horloge biologique réglée comme du papier à musique. Ils savent exactement quand le chaos va frapper, ce qui laisse juste assez de temps aux autres pour s'y préparer. Il finit par partir, l'esprit plus tranquille, non sans lui avoir rappelé de l'appeler au moindre besoin. Sejin se dit qu'au fond, le type n'est pas l'ordure finie que décrivaient les journaux. Il est peut-être un peu trop directif, mais on sent qu'il se soucie réellement de ce qui pourrait lui arriver. Alors que la pluie continue de battre les vitres, le jeune homme s'organise une après-midi tranquille entre ses livres et les fleurs. Ido lui envoie un message pour le prévenir qu'il rentrera tard ce soir. Ça ne fait pas longtemps qu'il vit ici, et pourtant, il se surprend déjà à attendre le retour d'Ido chaque soir, comme s'il était le centre de son univers. Il sait qu'il va devoir lui lâcher la bombe, le fait qu'il soit un oméga inutile avant que ses chaleurs n'arrivent, même si, connaissant son fiancé, il s'en est sûrement déjà rendu compte tout seul. Comme la demeure est du genre où il faut un GPS pour trouver les toilettes, Sejin décide de marcher jusqu'à la serre pour tuer le temps, faisant fi de l'avertissement. À l'intérieur, l'ambiance est tout autre. Le personnel lui sert une infusion florale sur ordre direct du patron, veillant à ce qu'il ne manque de rien. Sejin pensait être seul, quand soudain, un bruit de feuillage se fait entendre. Il aperçoit alors le jardinier en train de travailler la terre. Le pauvre homme manque de faire une attaque en le voyant apparaître. Il se met à trembler de tous ses membres et s'excuse platement, comme si le simple fait de respirer le même air que Sejin était un crime de lèse-majesté. C'est flagrant, le personnel vit avec la peur au ventre depuis son arrivée. Ido a instauré un climat social impeccable. Ses employés sont si bien dressés qu'ils s'excusent préventivement, au cas où une pensée déplacée leur traverserait l'esprit. Comme il pleut des cordes et que le jardinier n'a même pas d'imperméable, Sejin a pitié de lui et lui propose son parapluie. L'homme fait un court-circuit total, hésitant entre l'appeler Madame ou Monsieur, et refuse 1000 fois, mais le jeune homme insiste avec un sourire bienveillant. Il lui dit de ne pas s'en faire, que quelqu'un viendra sûrement le chercher plus tard quand le maître de maison sera de retour. Le vieil homme s'en va en multipliant les courbettes, n'en revenant toujours pas qu'un membre de la famille le traite comme un être humain. Sejin le regarde s'éloigner, avant de se retrouver enfin seul avec son livre. En lisant, il songe à la façon dont sa chance a tourné. Il est passé du statut de paria dans sa propre famille à celui de personne respectée, un égard qu'il ne sait pas encore trop comment gérer. Être le fiancé du patron a ses avantages, et être traité d'égal à égal est une sensation totalement nouvelle pour lui. Sejin est perdu dans ses pensées quand son portable se met à vibrer. À son ancien travail, la nouvelle de sa démission s'est propagée, et ses ex-collègues inondent la discussion de groupe pour le supplier de revenir. Ça le fait rire, il sait bien que personne n'est indispensable, mais se faire un peu brosser l'ego dans le sens du poil, ça fait toujours du bien. Le souci, c'est qu'il est déjà l'heure de manger et qu'Ido est un maniaque du contrôle de première. Il serait capable de lui envoyer un banquet de sushis par coursier s'il soupçonnait qu'il a sauté le déjeuner, juste pour s'assurer que son investissement est bien nourri. Il le surveille dans les moindres détails, sans doute pour que la marchandise ne perde pas de son éclat quand il décidera de s'en servir. Dehors, la pluie se calme, et Sejin a envie d'aller marcher un peu, même s'il sait que si son fiancé le voit tremper, ça va barder. Avant, seul le secrétaire Kim s'inquiétait pour lui, mais maintenant il a ce garde du corps personnel qui ne le laisse pas respirer. Il l'imagine déjà, l'air sombre en train de lui faire un sermon parce qu'il cherche à attraper froid. Soudain, l'atmosphère change. Sejin ressent une bouffée de chaleur brutale. Il commence à halter, ses jambes se dérobent. Ces chaleurs viennent de se déclencher au pire moment possible. La nature l'a frappé avec une telle violence qu'il s'effondre sur place, comprenant que le plus dur ne fait que commencer. Les chaleurs de Sejin tombent au pire moment en plein milieu de la serre et avec 2 jours d'avance, comme si sa journée n'était pas déjà assez pourrie. À bout de souffle, il repense à Ido qui lui demandait justement si son cycle allait bientôt commencer. Ce type a un 6e sens pour le drame, ou alors il lit carrément l'avenir. La fièvre le prend à la gorge. Son corps réclame soudain des choses que ses jambes ne peuvent plus assumer. Pris de panique, il cherche son téléphone à tâtons. Ido lui avait dit de l'appeler au moindre problème, mais son cerveau est déjà en train de lâcher. Au moment de composer le numéro, le passé le paralyse. L'image de son père ressurgit, le traitant comme une marchandise défectueuse, lui répétant sans cesse qu'il n'est qu'un bon à rien, un déchet. Ses mains tremblent. Le téléphone lui échappe et finit en miettes sur le sol. Cette fois, il est vraiment seul au monde. Prostré par terre, il est persuadé que personne ne lèvera le petit doigt pour lui. Mais le pire, c'est d'imaginer la réaction d'Ido. S'il le déçoit, c'est la fin du contrat. Il redeviendra le rebut de sa famille, bon pour la casse. Il s'insulte intérieurement, maudissant son entêtement et cette idée stupide de s'isoler dans la serre. En nage, les nerfs en pelote, il supplie le ciel que personne ne le surprenne dans cet état aussi pathétique. Manque de bol, la chance n'a jamais été son fort, la porte de la serre grince. Des bruits de pas approchent, avec un calme qui fait froid dans le dos. Sejin lève les yeux et tombe sur un pantalon de costume impeccable et des chaussures cirées. Il s'attendait à un employé, mais c'est Ido en personne. Sa seule présence écrase la pièce.
D'un ton glacial, il lui demande pourquoi il a cru une seconde qu'il enverrait un secrétaire à sa place. En le voyant dans cet état lamentable, en larmes sur le carrelage, Ido ne perd pas une seconde et le soulève de terre. Rien qu'en sentant ses phéromones, Sejin commence à mieux respirer, même si ses membres tremblent encore. Ido retire sa veste et l'enveloppe complètement. Il lui ordonne de ne surtout pas lever la tête, hors de question que qui que ce soit voie son oméga ainsi. Dehors, sous la pluie, le secrétaire Kim hésite entre proposer son aide ou s'évaporer avant de se faire passer un savon. Ido lui lance un regard noir à glacer le sang et trace sa route sans un mot. Sejin ne comprend même pas pourquoi il est rentré si tôt, mais son fiancé le fait taire d'un geste et l'emmène directement dans la chambre. Une fois à l'intérieur, l'ordre tombe. Sec personne ne met les pieds au premier étage. Ido le dépose sur le lit. L'air devient lourd, électrique. Brûlé par la fièvre, Sejin réclame des suppresseurs. Mais quand Ido fait mine de s'éloigner pour en chercher, le jeune homme l'agrippe par la manche. Finalement, il préfère sa présence à n'importe quel médicament. Ido lui bloque les mains avec fermeté. Il l'embrasse, brisant ses dernières résistances. Sejin perd totalement pied, ses sens partent en vrille. Ido a annulé tous ses rendez-vous pour une seule raison, s'occuper personnellement de son fiancé. Il lui murmure de ne pas se presser, mais il est déjà trop tard pour reculer. Face à une telle intensité, Sejin ne peut que s'accrocher à lui pour ne pas sombrer. Ouf, c'était le feu! Tout comme le héros s'est agrippé à cette manche pour ne pas couler. Agrippez-vous au bouton s'abonner pour ne rien rater de cette histoire. Explosez-moi ce bouton like si vous voulez voir la fin rapidement et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous aimeriez que je vous raconte. On se capte à la prochaine. C'est de la pire des manières que Sejin a découvert sa nature d'oméga. Son corps a littéralement lâché en pleine puberté. Comme ses glandes sont atrophiées, les médecins n'y comprenaient rien. C'est un cas particulier, un oméga sans aucune odeur, mais dont le système s'emballe complètement dès que les chaleurs arrivent. Il revoit encore la tête de son père à l'annonce du diagnostic. Il l'a dévisagé comme s'il s'agissait d'un produit défectueux avec un vice de forme. Un homme charmant, vraiment. Il a juste claqué la langue, l'a étiqueté comme un déchet inutile et s'est barré en hurlant qu'il n'aurait jamais dû l'amener dans cette maison. Sejin a passé les 3 jours suivants enfermé, seul, à prier pour que le cycle se termine tout en essayant de calculer ses prochaines périodes. Son petit frère, Minjae, a vite suivi l'exemple paternel. Il est devenu un gamin insupportable qui passait son temps à lui répéter qu'il n'était qu'un boulet. Retour au présent. Sejin tente de faire bonne figure avec un sourire forcé face à Kwanido, prétendant qu'il est un oméga dominant et que c'est pour ça qu'il ne dégage aucune odeur. Mais on ne la fait pas au PDG. Le type a un instinct de prédateur. Il sent l'embrouille à des kilomètres. Il lui saisit le visage pour marquer son territoire et lui demande froidement pourquoi il ne prend pas ses suppresseurs. D'un coup, l'atmosphère devient électrique, presque irrespirable. Ido libère ses phéromones d'alpha dans le seul but de le soumettre et Sejin finit à genoux, en larmes et à bout de souffle. L'autre n'a aucune pitié. Il lui fait comprendre qu'il ne compte pas le laisser gagner et lui sort son petit discours de patron tyrannique. Avant de partir, il ordonne que si Sejin refuse de manger de son plein gré, on le force. Il le traite comme un chien qu'il faut dresser. Le pauvre garçon reste prostré sur le tapis, totalement anéanti. Quand il finit par se réveiller dans son lit, il ne sait même plus si ce qu'il a vécu était réel ou s'il sort d'un cauchemar. Le choc des phéromones a été si violent que ça a coupé ses chaleurs nettes, mais l'odeur d'Ido flotte encore partout dans la chambre. Il reste là, les yeux fixés au plafond, essayant de comprendre où il est et pourquoi ce sentiment de solitude a disparu. Il commence à reconstituer les pièces du puzzle. Ido n'a utilisé aucun médicament pour le calmer. Il l'a juste assommé par sa simple présence et ses phéromones. Le plus étrange, c'est que le patron s'est comporté en gentleman et n'a pas profité de la situation. Il n'y a eu que quelques baisers, des mains fermes sur sa peau et ce parfum qui lui fait encore tourner la tête. Sejin se persuade qu'Ido a été prévenant en prenant soin de lui, lui permettant ainsi de se reposer tranquillement. En sortant du lit, il remarque que ses vêtements flottent, il porte les affaires du patron. Et pour rajouter un peu de piment à la situation, il se rend compte qu'il est totalement nu sous son t-shirt. Il renifle sa manche comme si c'était une drogue, l'odeur de l'alpha est incroyablement addictive. Conscient qu'il doit s'excuser pour le désordre qu'il a causé, il sort dans le couloir et voit de la lumière dans le bureau du PDG. Il pousse doucement la porte et tombe sur Ido, assis derrière son bureau avec son air renfrogné habituel. Sejin sait qu'il vient encore de s'aventurer là où il ne fallait pas, mais la simple aura de cet homme suffit à remplir tout l'espace. Ils finissent par s'installer pour dîner, même si l'ambiance est plus tendue qu'un jour d'examen. Ido remarque que le garçon ne touche pas à son assiette. Il feint de s'inquiéter et propose de commander autre chose, mais Sejin assure que tout est bon, même s'il n'a clairement pas d'appétit. Il reste là, à piquer sa viande du bout de la fourchette, comme si son assiette allait lui exploser à la figure. « Bois au moins ton jus », lui ordonne l'alpha. Sejin s'exécute sans broncher. Ido n'est pas dupe et lui balance de but en blanc, qu'il est incapable de cacher ce qu'il ressent,
qu'on peut lire en lui comme dans un livre ouvert. Sejin tente de s'excuser au cas où il aurait fait une gaffe, mais Ido le coupe net ses excuses, l'irrite plus qu'autre chose. « Tu as peur de moi ?» demande Ido avec ce regard qui semble scanner les moindres recoins de son âme. Sejin tient bon et répond que non, même si, sous la table, il serre les poings de toutes ses forces pour cacher qu'il tremble comme une feuille. Il finit par avouer la vérité, ce n'est pas lui qui l'effraie, c'est l'arme qu'il a aperçue dans le bureau un instant plus tôt. Ido, avec un sang-froid glacial, lui demande s'il pense que c'est une vraie, et Sejin confirme qu'il en est sûr. Pour le détendre, l'alpha précise qu'il a déjà vidé le chargeur. Il n'a pas l'intention de lui tirer dessus, du moins pas avant la fin du repas. Avec le même calme olympien, il range le pistolet dans le tiroir et reprend son activité comme si de rien n'était. Pauvre Sejin, il n'est vraiment pas de taille face à un type pareil. Ido lui assure que l'arme est authentique, tout en précisant de ne pas s'en faire, elle n'est pas chargée. Sejin ne pige pas trop l'intérêt d'avoir un tel engin s'il est vide, mais il reste pétrifié. C'est la première fois qu'il en voit une de si près. Le PDG range son joujou sous clé sous le regard méfiant du gamin, qui ne semble pas du tout rassuré par la situation. Ido propose de le raccompagner à sa chambre, vu que le petit a des cernes à faire peur, mais il s'arrête net en remarquant un détail, Sejin déambule pieds nus dans toute la maison. Sejin, qui ne rêve que de disparaître, bafouille qu'il n'a pas trouvé de chaussons, même si au fond, il aimerait surtout pouvoir se téléporter loin d'ici. La tension grimpe d'un cran quand l'autre tend la main vers lui, et ce pauvre Sejin sursaute comme s'il venait de se prendre une décharge électrique. Il a les nerfs à vif et le cœur qui bat la chamade en permanence. Il s'excuse platement et file avant que l'ambiance ne devienne encore plus bizarre, laissant l'alpha en plein calcul mental, essayant de comprendre sa réaction. Une fois à table, devant un jus vert qui ressemble plus à de la pelouse mixée qu'à un petit déjeuner, Sejin se confond en excuses pour tout et n'importe quoi. Il s'en veut terriblement, persuadé d'avoir été irresponsable parce que son corps a décidé de le lâcher en plein milieu de ses chaleurs. Mais le PDG, qui semble avoir décidé d'être raisonnable aujourd'hui, lui dit d'arrêter de se flageller. Il lui explique que ce sont des choses qui arrivent et que personne n'est responsable des caprices de la biologie. Sejin reste sans voix. Il ne s'attendait pas à ce que le type soit aussi compréhensif au lieu de profiter de sa vulnérabilité pour l'écraser. Finalement, le gamin se décide à cracher le morceau sur sa condition. Il a un défaut de fabrication au niveau des glandes à phéromones. C'est pour ça qu'il ne dégage presque aucune odeur et que les suppresseurs n'ont aucun effet sur lui. C'est un petit détail que son père s'était bien gardé de mentionner, le vieux, lui a refilé un produit défectueux sans aucune garantie. Sejin avoue qu'il ne ressemble à un vrai Oméga que lorsque son cycle le submerge totalement, un secret qu'il n'avait jamais confié à personne. Le PDG l'écoute sans broncher et se contente d'un simple « je vois ». En réalité, Ido n'est pas né de la dernière pluie s'il n'a rien dit pendant les fiançailles. C'est qu'il s'en doutait déjà. Même si ses phéromones sentent les fleurs, le garçon a d'ordinaire moins de présence qu'un désodorisant vide. Sejin le remercie par pure politesse, mais intérieurement, il cogite. Il se sent exposé dans ce lit immense et se jure de ne plus jamais baisser sa garde, même si face à un tel homme, c'est une bataille perdue d'avance. En plein dîner, Ido lâche une de ces phrases qui vous coupe l'appétit. Il dit que ce qui l'apaisait avant l'agace aujourd'hui. Le petit n'y comprend rien, mais le PDG est déjà passé à autre chose. Ido le bombarde de questions, s'étonnant qu'il ne montre pas la moindre curiosité sur ce qui s'est passé. Il ne s'est pas demandé comment il avait atterri dans la serre, ni qui s'était chargé de le changer. Sejin suppose que c'est l'œuvre d'un employé et qu'il n'a aucune raison de faire son curieux. C'est là qu'Ido sort son côté le plus cynique et lui balance que quelqu'un l'a mis à poil. Alors, il pourrait au moins faire semblant de s'intéresser à l'identité du coupable. En réalisant l'implication, Sejin devient rouge comme une pivoine. « C'était vous ?» demande-t-il, la langue totalement nouée, pendant qu'Ido savoure son désarroi en gardant le silence. Finalement, ne sachant plus où se mettre, le gamin finit par le remercier d'avoir pris la peine de le déshabiller, comme s'il s'agissait d'une simple formalité administrative. Pour clore la soirée, Ido lui tend un téléphone neuf, l'ancien ayant fini en miettes. Le plus beau, c'est qu'il a déjà tout sauvegardé, prouvant qu'il a le contrôle total sur son agenda, ses photos et probablement sur ce qu'il va manger jeudi prochain. Sejin essaie de refuser, mais le PDG lui rappelle qu'il connaît déjà tout de lui et il finit par accepter l'appareil, comprenant que dans cette maison, même les cadeaux servent à marquer son territoire. Ido ne perd pas de temps et l'emmène direct au garage pour lui montrer qu'il n'oublie rien. Il s'est rappelé que le garçon voulait sa propre voiture pour ne plus dépendre d'un chauffeur. Le souci, c'est que le modèle exclusif qu'il a commandé met 3 semaines à arriver. Pour Sejin, c'est un détail, mais pour Ido, 3 semaines d'attente, c'est un manque de respect total. En attendant, il décide de lui prêter 2 autres voitures de luxe qui traînaient par là. Réalisant qu'il se retrouve à la tête d'une véritable flotte, Sejin reste bouche bée et dès qu'il tente de décliner l'offre, l'autre lui fourre les clés dans la main et lui donne 1 semaine pour choisir le modèle définitif qui lui plaît. Ido l'achève avec une réplique cinglante, il ne touche jamais aux objets d'occasion, alors il les lui donne juste pour ne plus avoir à les voir. C'est l'homme le plus intense du monde, il ne vous fait pas une fleur, il vous impose son standing pour que vous n'oubliez jamais qui est le patron ici. Ido,
lui accorde une semaine pour choisir la voiture de ses rêves et lui balance les clés de 2 bolides futuristes pour le faire patienter. Le gamin demande s'il y a un budget max, mais le PDG l'a déjà grillé, il sait que Sejin ne cherche pas le luxe, mais le modèle le moins cher pour ne pas se sentir redevable. Alors il lui donne carte blanche totale, c'est comme s'il lui filait les codes de triche pour vider son compte en banque. Sejin tente quand même de négocier et propose de rendre les autres véhicules dès qu'il aura fait son choix. Ido l'observe avec ce sourire qu'on réserve à un chiot qui essaie de faire le grand. Le magnate ne pige pas qu'on puisse refuser un tel étalage de richesse selon sa logique. Se contenter de 2 bagnoles, c'est pratiquement vivre comme un mendiant. Il conclut l'affaire, mais Ido insiste pour sceller le pacte avec une promesse du petit doigt. Le voilà, le requin de Wall Street, en train de faire des manières de gamin de primaire. Sejin en a des sueurs froides, il ne sait pas si le type se fout de lui ou s'il est complètement siphonné. C'est un stratège. Même pour les conneries, il garde toujours un atout dans sa manche pour arriver à ses fins. Soudain, l'ambiance devient électrique quand Ido exige qu'il fasse un test de phéromones sur le champ. Comme le cycle de Sejin est un vrai bordel, l'homme en costume n'apprécie pas du tout que les suppresseurs ne fassent pas effet. Pour lui éviter un trajet à l'hôpital, il préfère faire venir un médecin au manoir et le garder à l'œil. Sejin n'a pas d'autre choix que d'accepter, il sait bien que c'est le patron qui commande, surtout quand c'est lui qui régale. Mais avant de le laisser filer, il lui pose la question qui lui brûle les lèvres. Est-ce qu'il a vraiment le droit de sortir de la maison quand bon lui semble? Ido s'arrête net et se retourne avec cet air de supériorité qui ne le quitte jamais. Il lui confirme qu'il n'est pas son prisonnier et qu'il n'a aucune intention de restreindre ses mouvements, même si, dès que le petit lui demande pourquoi il l'a fait emménager alors, il préfère botter en touche. Sans un mot de plus, il se dirige vers le garage en prétextant qu'il est déjà en retard au bureau. Il part en lui disant de manger un morceau et qu'il rentrera tard, laissant Sejin avec un sentiment de déjà-vu assez inquiétant. Le jeune homme le regarde s'éloigner, persuadé que cette prétendue liberté n'est que du vent. Et le calme est de courte durée, car Lee Tae-sung, le garde du corps de confiance d'Ido, déboule aussitôt. Il rapporte le téléphone du garçon réparé et avec toutes les données récupérées. Sejin essaie d'être poli et le remercie de bosser un samedi, mais l'armoire à glace tire une tronche de 6 pieds de long qui ne risque pas de s'éclaircir. C'est flagrant que ça le gonfle d'être réduit à jouer les coursiers. Tae-sung lui fait bien comprendre qu'il ne fait qu'obéir aux ordres de son patron, et ces ordres consistent à rester à sa disposition pour tout et n'importe quoi jusqu'à ce qu'Ido finisse sa journée. Comme le patron a déjà d'autres gardes pour le protéger, sa seule mission désormais est de devenir l'ombre du gamin. En gros, on lui a collé une nounou de 2 mètres pour lui servir de chauffeur et le suivre partout dès qu'il met un pied dehors. Sejin capte direct que sa liberté inclut un geôlier personnel qui le regarde comme s'il était un boulet. C'est le pack complet Ido lui a filé les clés de la ville, mais il a posté un char d'assaut derrière lui pour surveiller ses moindres faits et gestes. Le manoir est déjà une prison dorée truffée de caméras avec un bouton d'alarme à portée de main, et avec ce garde du corps collé au basque, Sejin sent qu'il ne pourra plus respirer. Le gamin finit par craquer et appelle le patron pour essayer de négocier un peu d'espace. Mais Ido lui répond avec ce ton condescendant de celui qui sait qu'il a déjà gagné la partie. Sejin râle à cause du garde du corps et reçoit la réponse typique du dictateur aimable. S'il ne lui revient pas, il lui en envoie un autre. Le jeune homme tente d'expliquer qu'il n'a pas besoin d'un chauffeur pour aller au coin de la rue, mais pour Ido, Sejin est un accessoire de luxe qui n'a pas son mot à dire sur sa propre sécurité. L'alpha le coince avec une question toute simple. L'aurait-il appelé si ce n'était pas pour se plaindre du garde Sejin? Se tait-il sait que pour Ido, le temps c'est de l'argent et que lui ne pèse pas bien lourd dans la balance. Ido continue de lui vanter son service en se vantant que son ombre est un expert en judo et un as du volant, parfait pour le protéger ou pour le plier en deux s'il fait l'idiot. Sejin se montre trop honnête et lui balance que s'il veut le fliquer, il a déjà rempli la baraque de caméras pour ça. Le silence à l'autre bout du fil devient si pesant qu'on pourrait le couper au couteau. Ido saisit l'occasion pour l'achever et lui rappelle que la dernière fois qu'il l'a laissé seul, il a fini évanoui dans la serre. S'il n'était pas passé par là par hasard, Sejin ferait aujourd'hui partie du décor au milieu des plantes. C'est le b.a.-ba du manipulateur t'enfermer dans une boîte en jurant que c'est pour ton bien. Ido lui ordonne d'emmener au moins son chien de garde quand il sort et lui lâche un « je m'inquiète pour toi » juste avant de raccrocher. Sejin reste planté là, le visage brûlant, sentant qu'il est tombé dans un piège qu'il a lui-même aidé à construire. De l'autre côté, Ido savoure sa victoire, il n'y a rien qu'il aime plus que quelqu'un qui finit par comprendre qui tient la laisse. C'est ce qu'on appelle marquer son territoire. Ils lui ont collé un véritable tank en guise de garde du corps pour surveiller ses moindres faits et gestes. Et puisque ce garde du corps va le suivre comme son ombre, faites pareil avec la chaîne. Restez branchés et abonnez-vous. Explosez la barre des likes et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous aimeriez que je vous raconte la prochaine fois. Allez, à la prochaine!